Dès 1830, une ère nouvelle s'ouvrait pour l'Algérie. Après avoir connu durant des siècles la domination romaine, puis l'anarchie des grands féodaux d'Alger, d'Oran et de Constantine, ce pays totalement isolé se desséchait, et l'arrivée des Français devait l'aider à triompher de ses faiblesses naturelles. Depuis un an, la France a engagé la lutte contre les groupes rebelles qui, par la terreur, voudraient contraindre notre pays à abandonner les fruits d'un siècle d'efforts, sans protéger plus longtemps la vie et les biens des populations locales. Pour beaucoup, l'Algérie est plus un pays lointain qu'une lointaine province. En fait, Marseille est presque aussi éloignée de Paris que d'Alger, et l'Afrique du Nord est à notre porte. Sans doute parce que l'Algérie est pays d'outre-mer, trop peu de gens en France se demandent, lorsque les journaux ou la radio relatent un raid terroriste, quel serait leur état d'esprit si, à quelques kilomètres de chez eux, la crainte de l'attentat était quotidienne. Les successeurs des Français qui firent l'Algérie sont pourtant originaires des mêmes provinces que ceux qui minimisent cette grande question nationale. Les fermiers de la Mitidja sont frères de ceux des bords de la Loire. Les commerçants de Blida ou de Djidjelli pourraient aussi bien lever leur rideau de fer sur une place d'Alsace ou de Bretagne. Cette garde-barrière contrôlait la Nationale 7 et cette institutrice apprendre l'alphabet à de jeunes Parisiens. Enfin, l'Algérie a mobilisé durant les deux guerres mondiales 1100 000 hommes, dont 800 000 musulmans, pour que puisse être réaffirmé l'honneur de la nation. Devant la violence des accusations portées contre la France, certains estiment aujourd'hui que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait nous pousser à abandonner l'Algérie. Ces Français mal informés considèrent seulement le drame des élites algériennes qui craignent de ne pouvoir trouver dans la structure actuelle du pays les débouchés auxquels elles estiment fort justement avoir droit et que la France ne peut manquer de leur procurer. Ces gens se font l'écho de revendications musulmanes sur les plans politiques, social et économique. Or, rappeler l'étendue de la mise en valeur de l'Algérie par la métropole correspondrait à dresser l'inventaire des richesses que possède ce pays et qui sont l'œuvre de la France. D'un pays mort ou en train de mourir, de villes inexistantes ou rudimentaires, les Français ont fait en 125 ans une magnifique province, dont les derniers événements risquent d'entraver le développement et l'expansion. Mais si l'on parle de l'intérêt de la France, on se doit de rappeler celui des peuples d'outre-mer. Si la France n'a pas le droit de renier ses fils, elle ne peut davantage abandonner les diverses populations musulmanes qu'elle a éveillées à la vie. Les 7/10 des terres et les 9/10 des troupeaux appartiennent aux populations musulmanes. À elle seule, la culture de la vigne fournit du travail à la presque totalité de la main-d'œuvre agricole algérienne. S'appuyant sur un nationalisme fanatique, une certaine propagande étrangère voudrait nous faire douter de la légitimité de notre présence. Provoquant des manifestations dans certaines villes métropolitaines, elle espère rendre incertains les résultats de l'affaire algérienne. Cette propagande espère ainsi pousser les Français d'Afrique du Nord soit à regagner la France, soit à émigrer. Mais ceux qui dénoncent son action le font surtout pour éviter qu'on ne les interroge à leur tour. Ainsi, pour les seules dépenses de l'enseignement, le budget de l'Algérie est 4 fois plus important, par exemple, que celui de l'Égypte, pour une population plus de 2 fois supérieure. En ce qui concerne l'équipement hospitalier, l'Algérie compte 1 lit pour 360 habitants, l'Égypte 1 pour 1000. Depuis 1945, le plan d'équipement dispose de crédits supérieurs à ceux que certains pays occidentaux ont prévus pour leur propre territoire. De quelque côté que l'on regarde, partout en Algérie, la présence de la France se manifeste. Depuis la formule du grenier de Rome, l'Algérie a toujours été considérée comme essentiellement agricole et pastorale. Mais voici qu'apparaît l'Algérie industrielle. Ce fait nouveau marque dans l'évolution du pays une étape qui, pour n'être pas décisive, n'en est pas moins importante. Abandonner l'Algérie serait faire la ruine d'hommes, de femmes et d'enfants. Comme l'écrivait le maréchal Lyautey, ce n'est pas la méchanceté des hommes qui fait la révolte, c'est la misère. Or, la France s'efforce chaque jour davantage d'apporter la richesse à ce pays. L'action menée et les solutions qui doivent suivre modifieront le destin de l'Algérie et, en conséquence, celui de notre pays. Hommes et matériel continuent d'arriver en Algérie. On voit ici des hélicoptères Piasecki surnommés bananes volantes
quittant le pont du porte-avions d'Ixmude pour rejoindre les zones opérationnelles auxquelles ils sont destinés. Ils y renforceront les hélicoptères déjà en service, qui permettent de frapper vite et fort les bandes rebelles repérées. Nous assistons ici à une opération de nettoyage. Nos troupes infligent un lourd échec aux bandes rebelles implantées dans ces massifs montagneux. Mais l'opération militaire n'est pas une fin en soi. Il s'agit avant tout de pacifier le pays. Notre armée, comme l'a dit M. Bourges-Monoury, ministre de la Défense nationale, est une armée de pacification. Cette pacification tente à libérer la population musulmane de la haine et de la peur. Elle s'attache à gagner les cœurs et les âmes. Rendue confiante par la présence de nos troupes, la population rejoint ses douars. Une première distribution de blé apporte un peu de réconfort à ces populations durement éprouvées. Les marchés se réorganisent et la vie reprend. Nos soldats accomplissent avec bonne humeur leur tâche de pacification. Les directives de M. Robert Lacoste, ministre résident, sont toujours présentes à leur esprit. Je sais que votre arrivée dans les douars est presque toujours accueillie avec soulagement par les habitants, là du terrorisme. Ne les décevez pas. Essayez de les comprendre et de les aider. N'oubliez pas que vous êtes les forces de l'ordre. Votre action ici est décisive et capitale. En Algérie, où le terrorisme recule devant l'action déterminée des troupes françaises, la politique de pacification a pu être poursuivie avec fruit. Suivant les propres mots de M. Robert Lacoste, ministre résident, elle a pour but de préserver la vie de chacun, de libérer les populations de la terreur organisée qui leur est appliquée, de rapprocher les deux communautés locales en leur redonnant confiance l'une dans l'autre et à toutes les deux dans la France. Tout en détenant la force, l'armée représente en fait un des éléments de contact les plus valables avec la population. L'action de pacification n'est pas une action de conquête militaire matérielle. À l'abri de la sécurité ressuscitée, grâce à elle, elle veut rallier les âmes et les cœurs. Un simple sourire derrière lequel s'effacent toutes les craintes ne montre-t-il pas que cette politique commence à porter ses fruits? C'est dans ce même esprit que médecins et infirmiers militaires donnent leurs soins à la population musulmane. Là encore, l'armée fait œuvre utile. La pacification, ce n'est pas seulement un arrêt du terrorisme. C'est aussi un réconfort et une aide morale et physique à toutes les souffrances d'un peuple qui a besoin de la France. Autre région, autre problème. Ici, l'école est rouverte par l'armée.
L'instituteur n'est plus en mesure de faire une classe, eh bien, un soldat français le remplacera, et les petits musulmans apprendront de nouveau les mystères de l'arithmétique. Nos soldats illustrent les paroles du ministre résident. Je répéterai aussi souvent qu'il le faudra, sans jamais me lasser, car c'est la vérité, que nous menons une action de pacification et non une guerre d'extermination. Dans le département de Constantine, la construction des cités d'urgence s'accélère. Les chantiers se multiplient. Ces groupes de maisons modernes sont destinés aux Français musulmans. Les anciens bidonvilles ne seront bientôt plus que souvenirs et, devenus inutiles, pourront être détruits pour faire place à des demeures confortables et modernes. Encore une preuve de confiance et d'amitié. Le général Beaufre, accompagné du préfet de Beaune, a tenu à visiter les premières cités terminées et a procédé lui-même à la remise des clés aux nouveaux propriétaires. Opération de contrôle dans le Djebel Sidi Mohamed, région d'accès difficile où pendant plusieurs jours des unités de toutes armes ont fouillé grottes et forêts. Le ravitaillement en vivres et munitions est assuré par des compagnies muletières, spécialement équipées pour les missions de ravitaillement en montagne. Cette opération nous a permis de débarrasser cette zone des bandes rebelles qui l'infestaient. Les contrôles effectués sur les nombreux suspects arrêtés ont permis en particulier de mettre la main sur plusieurs chefs rebelles. L'aviation apporte une aide précieuse aux forces terrestres. Les missions sont multiples. Reconnaissance par avion léger au-dessus des zones suspectes, en vue de renseigner le commandement sur les mouvements des hors-la-loi. Éventuellement, appui direct des troupes au sol. Parachutage en vivres, munitions et médicaments sur les postes isolés et les zones d'opération difficiles d'accès. Monsieur Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, s'est rendu à Colombéchar où doit se construire une importante centrale thermique. À sa descente d'avion, le ministre s'entretient avec les anciens combattants.
La population, parmi laquelle on remarque une délégation de mineurs du sud oranais, se presse sur son passage. Le ministre scelle la première pierre de la centrale thermique qui permettra l'industrialisation de la région occidentale de l'Algérie et de la zone saharienne, réalisation dont l'intérêt économique et social n'échappe à personne. Chaque jour, nos troupes des armées de terre, de mer et de l'air en Algérie se renforcent en personnel et en matériel. Venues de leur garnison d'Allemagne et de la métropole, les unités de toutes armes s'embarquent pour la terre d'Afrique, comme le firent naguère leurs aînés. Elles vont y maintenir les traditions de notre armée et, en pacifiant le pays, mettre un terme à l'inquiétude et au déchirement. Matériel de transport, de combat, munitions, ravitaillements de toute nature sont chargés sans interruption. Pour la plupart des soldats du contingent, c'est la première traversée. Mais le goût du nouveau, l'ambiance de l'unité, la présence des cadres et la flamme de la jeunesse font taire bien vite les appréhensions du voyage. Les côtes de France disparaissent à l'horizon. Notre-Dame de la Garde semble donner sa bénédiction à ces jeunes métropolitains, demain soldats de l'armée d'Afrique, qui assureront après leur père la sauvegarde des grandes valeurs humaines que la France a toujours représentées aux yeux du monde et pour lesquelles elle s'est sacrifiée sans compter. La traversée permet aux hommes de prendre quelques heures de repos et de se livrer à leur passe-temps favori. Joie, détente, nostalgie du départ, marquent un voyage sans histoire. Mais déjà, les rives de la terre d'Afrique apparaissent au loin. Et bientôt, le port et les constructions modernes d'Alger la Blanche, défilent devant nos jeunes hommes émus et étonnés. Portant leurs bagages individuels, nos soldats mettent le pied sur le sol africain. Dans quelques jours, rapidement adaptés, ils contribueront à la pacification aux côtés de leurs camarades déjà en opération. Sans arrêt, jour et nuit, cargos et paquebots débarquent de nouvelles unités. Les autorités civiles et militaires viennent à leur arrivée leur souhaiter la bienvenue et leur dire leur confiance et leur amitié.
Entre l'Afrique noire et Alger, un pont aérien assure un transport rapide de nos troupes d'AEF et d'AOF. Elles débarquent à l'aérodrome d'Alger-Maison-Blanche pour apporter leur contribution à la lutte contre la rébellion. L'armée de l'air renforce, elle aussi, ses unités stationnées en Algérie. Avions légers d'observation, avions de reconnaissance et de chasse sont rassemblés à Salon de Provence pour franchir d'un seul coup d'aile la Méditerranée. Grâce à eux, l'armée de terre bénéficiera d'un appui et d'une protection de plus en plus efficaces. Les hélicoptères jouent un grand rôle dans les opérations. Ils ne sont pas simplement un moyen de transport, mais aussi des engins de combat. Les voici quittant leur base pour rejoindre Marseille. Ne pouvant rallier directement l'Algérie, ils atterrissent sur les quais pour y être chargés sur des cargos qui assureront leur traversée. Dès leur débarquement, ils rempliront de nombreuses missions. Transport rapide sur les arrières ou les flancs de l'adversaire, de commandos qui pourront l'encercler, et, bénéficiant d'un élément capital au combat, la surprise, jeter le désarroi et la panique dans ses rangs. Surveillance des zones d'opération et des villages. Évacuation des blessés qui recevront des soins appropriés dans les moindres délais. Tous les efforts du commandement tendent à regrouper en Algérie le maximum d'hélicoptères. L'espoir renaît. Hier asservi par la crainte, les populations reprendront peu à peu confiance et tout laisse espérer que grâce aux efforts de tous, bientôt va renaître une Algérie pacifiée et prospère. Hier, asservis par la crainte, les populations musulmanes reprennent peu à peu confiance et constituent des groupes d'autodéfense. Armées par nos soins, elles vont, aux côtés de nos troupes, s'opposer au désordre et, bien épaulées et protégées, contribuer à faire renaître une Algérie pacifiée et prospère.
En présence des populations, un officier supérieur remet aux notables des villages de Bouzekout, Akemoun et Feraoun un emblème tricolore en récompense de leur fidélité et de leur foi en la France. Les groupes d'autodéfense récemment armés ont permis de repousser, non sans perte, les violentes attaques des hors-la-loi. Ainsi, grâce à la présence de nos troupes, les Français musulmans participent activement à la pacification. Ils conservent une foi inébranlable en la France. Symbole de cette confiance, soldats et musulmans travaillent côte à côte à la mise en valeur du pays. Les engins les plus modernes sont utilisés pour ouvrir les routes. Soldats et Français musulmans collaborent activement à la reconstruction. Et au milieu de ces hommes qui rebâtissent leur foyer, les enfants retrouvent leur sourire et leur jeu. L'Algérie moissonne en paix l'un des plus vastes champs de blé du monde. Attentifs aux machines et aux bêtes, les paysans placides oublient les bouleversements. On engrange cette année la plus belle récolte, la plus riche de la décade. Batteuses, faucheuses moissonneuses, moissonneuses lieuses sont mises à la disposition des fermiers par le gouvernement général pour la grande fête du blé. Sur terre comme dans le ciel, l'armée, gardienne des machines et des hommes derrière un mur d'acier, abrite la confiance. Ce matin d'été 1956, au nord de l'Aurès, moissonneurs et soldats, le travail et la sécurité sont partis au champ. Ils ont traversé le village sous les yeux du colonel et du caïd de la Mesquiania. Les machines se sont chargées d'ouvriers, quelquefois sans uniforme, et les horizons de silhouettes vigilantes. La moisson commence. Soldats et fermiers se sont unis pour faire rendre la terre son maximum. Devant l'élan du travail accompli par la communauté, la rébellion recule. Bientôt, la paix s'affirmera dans l'amitié franco-musulmane et la confiance retrouvée. Ainsi, grâce aux 400 000 soldats venus de l'autre côté de la Méditerranée, la France complète son œuvre en donnant à l'Algérie la plus belle récolte de paix.